savoir coulent en silence. Et quand ils disparaissent, ce n'est pas juste un objet qu'on perd, c'est une manière de comprendre le passé, des gestes, du savoir. Aujourd'hui, je reçois Gaëtan Pilon, chaloupier, qui depuis plus de 25 ans fabrique toutes sortes d'embarcations. Gaëtan, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir d'être venu pour ça. Oui. Gaëtan, ce qui est fascinant dans votre parcours en commençant, c'est que vous êtes tout à fait un autodidacte. On imagine souvent qu'un métier aussi complexe s'apprend de génération en génération, de père en fils. Mais vous avez dû tracer votre propre chemin. Comment fait-on pour apprivoiser un métier quand personne n'est là pour nous tenir la main au début? Dans mon cas, je ne partais pas de rien. Parce que j'ai une première formation comme outilleur. J'ai été machiniste, on appelait ça des ajusteurs en mécanique. Puis après ça, je suis devenu outilleur. Donc, j'avais une notion technique, les plans, j'avais la philosophie des gens de la technique. Donc, je pouvais comprendre les embarcations par le comportement. Mm-hmm. Et j'ai visité des musées. J'ai été excessivement curieux. Alors, j'ai une bonne bibliothèque. Heureusement, je pouvais me débrouiller avec l'anglais parce que la majeure partie de ces livres-là sont en anglais. Oui, bien sûr. Alors, il y a des livres qui font état de tout ce qu'il y avait dans le passé jusqu'à maintenant. Puis, il y a des gens qui ont sauvé des bateaux qui étaient sur le point de disparaître. Et c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'embarcations de plaisance dans le genre de ce que je faisais, parce qu'ils ont réussi à les sauver. OK. Ouais. Puis votre formation initiale, c'est quoi alors? Ben, j'étais machiniste, ça veut dire je tournais des pièces de métal, je travaillais sur des usines, des machines-outils, je fabriquais des pièces, puis je voulais pas faire de production. OK. C'est ça qui vous a amené à faire à devenir outilleur. Donc, puis là, on fait un outil, puis lui, il fait les milliers de pièces. Oui. OK. Après ça, mon rêve premier, moi, c'était les arts plastiques. OK. Puis la littérature. Mais quand j'étais à l'école, puis ils faisaient le triage, puis ce qu'on faisait, ils ont vu que probablement la littérature puis la peinture, il y avait suffisamment de rêveurs dans la société. Il y avait besoin de la main-d'œuvre fonctionnelle. Alors, j'ai fait ce que la société a eu besoin de moi. Puis, rendu à 37 ans, j'ai dit, là, je m'occupe de moi. Là, je suis allé faire un bac que j'ai fait sur 7 ans. Parce que je prenais 3 cours au lieu de 5 par session pour l'approfondir. Je l'ai pris en création. Et puis, je me suis consacré à la peinture pendant 13 ans à plein temps, vraiment à plein temps. Donc, j'ai aimé le goût d'être travailleur autonome. Mm-hmm. Et quand est arrivé une dépression dans le domaine de l'art, les ventes ont tombé. Ça a coïncidé avec des coupures. J'enseignais à des personnes âgées, en tout cas, puis je faisais différents travaux. Là. Alors, il fallait que je fasse de quoi pour gagner ma vie. Fait que je voulais garder mon statut de travailleur autonome. Alors, comme j'aimais le bois, j'aimais les bateaux, j'allais à la pêche avec mon père. Mon père s'en était fait quelques embarcations. J'ai commencé à faire de la restauration. Pendant quelques années, je restaurais des canots. Puis j'arrivais à les rendre à une qualité qui était supérieure à celle que les gens avaient quand ils l'ont acheté. Ça, c'est merveilleux. Oui. Puis ça a été mon plus grand moteur pour aller plus loin. Je comprends. Un jour, je m'ai voulu me faire une embarcation. Alors, j'ai acheté un livre qui expliquait comment le faire. Je l'ai fait. Puis à partir d'elle, toutes les autres ont embarqué. C'est fascinant. Oui. Avec tous les métiers du monde, pourquoi c'est lui, finalement, qui vous a retenu? Bien, parce que j'étais tanné de travailler avec du métal, puis je voulais travailler avec du bois, puis je voulais aller sur l'eau. Alors, il me restait plus rien comment faire. Je suis arrivé dans le domaine. J'avais mon atelier à l'étage inférieur, au sous-sol, qui donnait sur la cour. Puis je suis sur le bord de la rivière. Alors, il me manquait juste l'embarcation, là. Mm-hmm. Ouais. On va y revenir, justement, à votre travail. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment s'est fait votre rencontre avec l'organisme Métiers et Traditions. J'étais au début avec Christine Bertrand, lorsqu'elle a fondé, à l'époque, ça s'appelait les métiers vivants, je crois, ou quelque chose du genre. Là. Et puis, la première présentation publique qui a été montée, c'était dans la cour d'école à Saint-Antoine, okay. où j'habite, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Puis après ça, ben, je suis allé à d'autres endroits, puis j'ai fait beaucoup de transport pour d'autres activités dans ses programmes. Puis j'ai participé à plein de choses. J'ai fait des bardeaux, j'ai carré des troncs d'arbres sur la place Royale à Québec, des trucs de même. Puis à un moment donné, j'ai aussi parlé des bateaux, mais le fait de connaître, d'avoir une base technique,
ça me permettait de travailler plein d'autres métiers que je n'avais jamais touchés. Là, tu sais. Oui, bien sûr. J'avais comme des acquis. Oui, oui. Donc, j'avais un avantage par rapport à quelqu'un qui part de rien. Là. Puis là, justement, on parle d'atelier, on parle de démonstration. Ouais. Je pense que votre savoir-faire fascine, en fait, le public, peu importe son âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, vous, quand vous faites des démonstrations, quand vous montrez vos projets, vos embarcations? Oui. La première... les gens ont l'impression que je suis un magicien, puis j'ai des secrets. Il n'y a rien de secret là-dedans. C'est comme n'importe quoi. Quand on le sait, c'est plus un secret. Bon. Et ce qui était étonnant, c'est que les personnes âgées pensaient que ça n'existe plus. Okay. Alors que les jeunes qui n'avaient jamais vu, ils ne pensaient pas que ça existait. Vous êtes dans un trou noir temporel. Oui, je suis comme entre les deux. Là, fait que moi, j'arrivais avec ça. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir un secret. J'ai jamais eu cette impression-là. Ce que j'avais comme impression, c'est d'avoir le privilège de faire quelque chose qui était différent des autres. Puis, ça m'a donné une chance parce que dans le domaine des bateaux, le bateau de bois, c'est une toute petite fragment. Ouais. Ah oui, c'est une petite tranche de ça. Puis le genre de bateau que je faisais, c'est encore plus minuscule que ça. Donc, c'était difficile. Puis c'est les travaux que je faisais qui amenaient des nouvelles personnes. Gaëtan, pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur d'une chaloupe en construction, on dirait souvent que ça ressemble à une grosse cage thoracique. Pouvez-vous nous expliquer, vous nous donner les grandes étapes de construction d'un bateau depuis la matière première? Eh bien, avant de fabriquer le bateau, il faut d'abord faire le mannequin sur lequel on va fabriquer l'embarcation. Et cette base-là, c'est ce qu'on appelle le chantier. C'est une base qui est à niveau dans toutes les directions, sur lequel on va monter les stations qui vont donner la forme de l'embarcation, avec des lattes dans le sens de la longueur pour tout tenir ça ensemble. Là, on a une base sur laquelle on part de matériel brut, des pièces de bois de différents formats, et on les débite en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire et on les prépare à l'assemblage. La première étape de la fabrication de la chaloupe comme telle, on part de l'étrave, la partie à l'avant, réunie avec une colonne vertébrale qui est la quille intérieure, et à l'arrière, on a le tableau qui termine la structure de base longitudinale de l'embarcation. Après ça, on installe des membrures. Dans la plupart des cas, c'est des membrures qui sont employées parce qu'on les a réchauffées à la vapeur de basse pression pour la rendre plus malléable, pour épouser la forme qu'on veut qu'ils obtiennent. Ça, ce sont les côtes, en fait, de l'embarcation, sur lequel vient ce qu'on appelle le bordé, qui est la peau de l'embarcation. Donc, c'est des planches. Puis là, si je comprends bien, le bateau est toujours à l'envers à ce moment-là. Oui, effectivement, j'ai oublié de le dire. Ce modèle de bateau-là sont construits à l'envers. C'est ça. Et quand la fabrication est terminée, la finition, quand je parle de la finition, je parle de sablage, des rayons, en fait, tous ces trucs-là. La vraie finition, ça veut dire les apprêts, la protection, la peinture et tout ça, c'est fait avant que ce soit démoulé. Après ça, cette embarcation-là, la coque, l'extérieur étant terminé, est revirée à l'endroit, sortie du moule, mis à l'endroit, et là, on faut travailler à l'intérieur. Donc, il faut protéger l'intérieur avant d'installer quoi que ce soit. Après quoi, on installe le plancher. On n'a pas les sièges d'un jambes. Donc, on installe le plancher, on installe après ça les sièges, puis des différentes pièces et des supports pour pouvoir les rames. Ce qu'on appelle des dames de nage pour tenir les rames. Et puis, on fait de la finition comme on a fait à l'extérieur. Des parties qui sont peintes, des parties qui sont vernies. Et on termine l'embarcation à ce moment-là. Et là, on peut la mettre directement à l'eau? Directement de l'atelier. Et on est sûr qu'elle va flotter, on est sûr qu'elle ne va pas couler. Ça, c'est un bon point quand même. Oui, c'est un bon point, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier, puis comment vous construisez un bateau? Alors, on n'ira pas dans le détail, mais les grandes étapes, comment vous concevez jusque donc de vos plans, mettons, jusqu'à la mise à l'eau? Oui. D'abord, ça nous prend un plan. Donc, les premières fois, j'ai fait des plans. Après, j'en ai dessiné parce que j'avais la capacité de faire des dessins techniques. Puis j'avais des idées de modification. Donc, on a un plan dans lequel il y a une table qu'on appelle la table des relevés, qui donne toutes les dimensions. Et
le bateau, dans le sens de la longueur, il est comme des tranches de pain, ce qu'on appelle les stations. On dessine à la grandeur réelle, on fabrique les stations sur une base qui est de niveau, sur laquelle on va pouvoir monter la structure qui va recevoir la construction du bateau. Un coup la structure faite, qui est le mannequin, là, on peut procéder à installer les pièces qui vont rester dans l'embarcation. Là, juste pour la compréhension, moi, je suis tout à fait néophyte. Le mannequin dont vous parlez, ça serait comme l'ossature, le squelette du bateau, en fait, à la base? C'est pas le squelette du bateau, c'est le squelette du mannequin. D'accord, OK. OK, de là-bas. Imaginez un mannequin pour faire de la mode. Oui. Alors, ils peuvent l'ajuster en largeur, en longueur. C'est la même chose, mais avec des pièces de bois. Parfait. Dépendant de la largeur, de la profondeur, de la longueur de l'embarcation qu'on veut faire. Ici, l'embarcation commence à partir du moment où on installe des pièces qui vont rester dans l'embarcation. D'accord. Donc, on fait la colonne vertébrale, les traves en avant, la quille qui fait toute la longueur, puis le tableau qui est en arrière. Puis après ça, on s'en vient avec le bordé, qui est la peau du bateau. Donc, ça se fait vraiment comme en couche. On a le mannequin, la bordée qui vient par-dessus, la peau. Puis ensuite, c'est quoi les étapes? Ensuite, ben là, un coup, le bateau est tout assemblé. Je fais la finition complète lorsqu'il est... parce que le bateau est à l'envers au moment où je le construis. Là. Mais il y a quand même des techniques qui permettent de construire avec le bateau à l'endroit. Mais là, on ne s'échappera pas là-dedans. Là. On va parler de ce que j'ai utilisé principalement. C'est ça. Dès que l'embarcation est complétée, sablée, protégée, il y a la peinture et l'extérieur est complètement terminé. Là, il est démoulé. Habituellement, j'invite le client à apporter son chèque puis m'aider à l'enlever. C'est bon. J'ai une paire de main-d'œuvre. J'ai de l'argent à ce moment-là. Puis là, on me met à endroit, puis là, je fais la finition de l'intérieur, dans lequel, après ça, on a le plancher, les sièges, les supports des rames, des petits détails comme ça, avec des coudes, il y a des noms assez particuliers là-dedans. Là. Okay. On ne s'étendra pas là-dessus. Est-ce que vous avez eu des projets qui sortaient complètement de l'ordinaire? Des demandes spéciales de gens ou Bien, la plus folle que j'ai reçue, c'est un type qui il venait dans la région de Trois-Pistoles ou dans ces coins-là. Il avait vu sur le bord de la route, en revenant d'avoir visité son père, un petit voilier de 16 pieds. Puis lui, il était un moteur de vapeur. Donc, il avait fabriqué un moteur à vapeur avec la chaudière et le moteur. Il avait tout fabriqué au complet. Il voulait mettre ça sur le petit voilier? Bien, au départ, là, il y a beaucoup de gens qui mettent ça dans une locomotive, mais le problème, c'est d'avoir une locomotive puis d'avoir des rails, tandis que le bateau, c'était plus facile. Tu pouvais l'amener avec une remorque puis le mettre n'importe où. Oui. Alors, c'est ça. Il voulait que je transforme le voilier en bateau à vapeur. Alors, comme c'est un bateau, le bateau à vapeur, comme le bateau à voile, comme le bateau à rame, ce sont des embarcations de déplacement. Ça veut dire qu'ils déplacent l'eau pour passer, puis l'eau se referme derrière l'embarcation. Contrairement à un bateau à moteur, que plus il va vite, plus il déjauge. Donc, c'est des bateaux qui planent. Fait que ces bateaux-là, ils ne planent pas. Puis ils ont une vitesse de coque maximale à cause de cet effet-là. OK. Alors, je l'ai allongé, j'ai rallongé, j'ai changé des formes parce que j'avais compris comment les parties du bateau fonctionnaient. Et finalement, le bateau de 16 pieds s'est retrouvé à 18 pieds. Et avec le GPS, ils ont vérifié, puis ils ont dépassé de 20 la vitesse théorique de la coque. Excellent. Oui. Wow. Alors, avec un moteur à vapeur de 2 forces. Ça a l'air minuscule à côté de ce que les gens mettent sur un bateau de 18 pieds. Et qui a été construit par le monsieur, dans le fond? Le moteur, oui. OK, c'est ça. Oui, j'étais tout petit. Là, donc, c'est une co-création, finalement, qui est extraordinaire. Oui. Lui, il avait fait la chaudière et ça. Et c'est un technicien de Saint-Antoine qui n'existe plus maintenant, mais qui avait un garage à Saint-Antoine qui avait fait l'assemblage de l'aspect mécanique. Là. Moi, j'ai une autre question pour vous, Gaëtan. Oui. Quand vous êtes dans votre atelier, tout seul, à quoi vous pensez? Est-ce que c'est une forme de méditation? Est-ce qu'au contraire, votre esprit est complètement pris dans des tergiversations, de la curiosité? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, quand on travaille dans un produit comme celui que je développais, on part de matière brute qu'on transforme. On doit, au fur et à mesure qu'on avance, planifier les étapes à venir.
Il y a des pièces qu'on prépare d'avance pendant qu'on en fait d'autres, avant l'assemblage, etc. Le travail dans l'atelier, souvent je travaillais avec de la musique classique, quand on pouvait m'en fournir à la radio. Et pour moi, c'était comme une forme de méditation active. Donc, en même temps que le cerveau marche au maximum, on est dans un état second de concentration, de voir l'ensemble et la suite des étapes en même temps que celles qu'on prépare. J'ai fait du tir à l'arc, puis c'est exactement la même attitude. Oui, on oublie le temps, en fait. On est tellement concentré à la tâche que ça nous permet d'être dans un état vraiment de flow, finalement. Oui. C'est étonnant parce que c'est une activité, ce que j'appelle cette concentration-là, là, qui fait qu'on ne se fatigue pratiquement pas. Mm-hmm. Quand je faisais du tir à l'arc, c'est comme si je revenais d'une fin de semaine de repos, pour une soirée. Alors, c'était la même chose dans l'atelier. Quand je sortais de là, je n'étais pas épuisé. À un moment donné, il fallait que j'arrête parce qu'il fallait que j'aille manger. Oui, c'est ça, à un moment donné. Il y avait d'autres mondes dans la vie aussi. mais j'aurais pu faire facilement 10, 12 heures par jour. Il n'y avait pas de fin. Tant que le corps tenait le coup, moi, j'étais correct. Oui, puis il y a la passion, puis il y a aussi l'aspect beaucoup, je pense, puis là, corrigez-moi si je me trompe, mais de l'accomplissement, de voir vraiment, étape après étape, le bateau se monter, puis il y a un objectif qui est précis quand même dans votre cas. Ouais. Donc ça aussi, ça amène, je pense, un grand sentiment de sérénité puis d'accomplissement. Exactement, oui. Puis souvent, j'avais pas à part de la petite chaloupe que j'avais, il y a des embarcations que j'avais pas pour présenter souvent dans soit dans des salons que j'avais organisés avec le ABB, entre autres. Et puis, ou aller sur des rassemblements de bateaux classiques, parce qu'il y en a beaucoup en Ontario, on en parlait tantôt. Quand j'allais chez le client pour aller chercher l'embarcation, je restais toujours surpris. Je dis ça en toute modestie, là, parce que j'avais pas l'impression que j'avais eu le recul pour la voir. Là, j'avais de la misère à croire que c'était moi qui l'avais fait. Oui, je comprends. Oui. Puis c'est la même chose avec les tableaux, quand je faisais des tableaux. Quand tu es dedans, tu vois rien. Tu es dedans, tu fais ce qu'il y a à faire, mais un coup, c'est fini, tu arrêtes. Avec le recul, quand tu reviens, tu dis « Oh, wow! » Et oui, parce que c'est comme petit morceau par petit morceau, détail par détail, puis après, on est capable de voir l'œuvre et le bateau. Mais j'avais pas le temps de l'admirer à la fin. Non, je comprends. Dès que c'était fini, il était livré, ouais, c'est ça, on l'enveloppait, puis on allait faire la livraison. Mais le fait de le sortir, de l'amener dans des salons, ça me permettait de le voir, je l'analysais, puis qu'est-ce que je pouvais améliorer, puis j'ai toujours voulu que chaque embarcation soit un pas en avant, toujours. Métier et tradition valorise beaucoup les savoir-faire d'ici. Justement, on parle de démonstration, on parle d'atelier. Quand vous participez aux événements, est-ce que vous avez l'impression d'être un ambassadeur de ce métier-là, de chaloupier? J'ai jamais eu, c'est drôle parce que j'ai jamais eu cette impression-là. J'avais juste la sensation d'avoir un privilège, tout simplement. Mais je réalise aujourd'hui que j'en étais un, finalement. Oui, mais ça n'a jamais été dans mes préoccupations ou dans mes pensées. Puis, j'imagine que petit comme grand, tout le monde avait une espèce de fascination en voyant un bateau, parce que d'abord, c'est rare qu'on voit un bateau hors de l'eau. Oui. Donc, c'était quoi le genre de questions que les adultes, les enfants, le public vous posaient? Est-ce qu'ils étaient, on le mentionnait tantôt, des fois, il y en a qui ne savaient même pas que ça existait, puis il y en a qui pensaient que c'était oublié, mais comment le lien entre le public et vous se faisait à ce moment-là? Ben, on me demandait si j'achetais des morceaux tout faits ou si... je leur expliquais que je partais de la matière brute, que je débitais, je choisissais la bonne façon de le tailler, parce que le bois, on ne peut pas le couper de n'importe quelle façon, là, selon son utilisation. Puis les assemblages que je faisais, je donnais ça grosso modo, un peu l'explication que j'ai donnée tantôt dans la fabrication de l'embarcation. Parce que l'embarcation terminée, quand on regarde dedans, on regarde à l'extérieur, il n'y a rien de caché. Absolument rien. S'il y a des erreurs, on va les voir. Alors, j'essayais de m'arranger de ne pas en avoir. Mais la curiosité des gens est assez étonnante. C'est une anecdote que je veux souligner. Particulièrement les femmes. Moi, j'avais l'habitude, dans le haut du côté de l'embarcation, elle était peinte souvent dans le bas, il y avait une bande qui était vernie. Ça rehaussait. Puis l'intérieur, il y a une partie de l'intérieur, de la structure, l'était aussi. Et cette petite bande-là,
j'installais des clous en cuivre que je taillais chaque tête en forme de losange, OK. placée horizontalement. Et il y a des gens qui voyaient la tête du clou avant de voir l'embarcation. C'est fou, hein? C'est fou. Puis j'avais l'habitude aussi, sur l'étrave, parce qu'elle est partie en avant, d'avoir une espèce de goutte d'eau qui revenait sur le dessus. La pièce qui réunit les deux côtés avec l'étrave, on appelle la guirlande, elle venait mourir sur la guirlande. Puis les gens me demandaient, je vais-tu avoir mes clous, puis je vais-tu avoir ma goutte d'eau dessus. Puis ils voulaient avoir la couleur de la ligne d'eau, puis tout le restant, j'avais Vous faisiez carte confiance. Oui, c'est ça. Mais ils trouvaient que ce qu'ils avaient vu, ça lui convenait. Ah Alors, oui. je le faisais comme ça. Excellent. Puis là, on comprend avec toute la complexité que vous évoquiez, justement, de partir de la matière brute, vraiment, jusqu'à l'embarcation. Si quelqu'un veut apprendre ça, il n'y a pas d'école vraiment de chalouperie au coin de la rue, là, mettons. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire de la transmission en 2026 par rapport à vos savoirs? Là, il faut souligner qu'on s'adresse à des gens du Québec. Si on était en Ontario, on ne se poserait pas la question de la même façon. Parce qu'en Ontario, où j'ai fait pendant 20 quelques années des rassemblements pour apprendre des professionnels, il y a énormément d'ateliers qui font de l'entretien, de la réparation, de la restauration et de la fabrication. OK. Puis ils se dessinent encore des bateaux. C'est principalement ce qu'on appelle des runabouts, des bateaux assez gros, souvent 22 pieds et plus, avec un moteur intérieur. Mais des gens qui font des petites embarcations comme j'en faisais, il y en a pas énormément, mais il y en a encore quelques-uns. Ce qui fait que dans leur culture, c'était normal d'avoir des petites embarcations, même s'il y avait des runabouts, là, il y avait des petites embarcations que les enfants s'amusent, puis tout ça, à la pêche, puis se promener. Donc, pour eux, c'est pas perdu encore. Fait que si les gens d'ici veulent apprendre quelque chose, ils peuvent aller voir dans ces coins-là. J'ai plein de références. Il y a des livres en quantité qu'on peut avoir par la revue Wooden Boat. Ils ont des centaines de livres qui disent comment faire un bateau. Ils expliquent tout au complet. Il suffit juste de parler un petit peu l'anglais ou de le lire. Mais il y a des écoles, il y en a en Ontario, je ne me souviens pas s'il y en a, mais en Nouvelle-Angleterre, il y en a plusieurs. OK. Ouais. Donc, c'est vraiment au Québec qu'on a une perte, finalement, de transmission ou de non-repreneurs ou... Bien, c'est parce que le type d'embarcation qu'on avait ici, c'est comme la Verchère. Donc, c'est des embarcations d'eau protégée. C'est pas des embarcations pour aller dans une grosse vague. Okay, c'est pour aller à la chasse au canard. Oui, oui, tout à fait. Etc. Donc, c'était des embarcations d'utilisation. Le canot, le fretteur, la Verchère et tout ça. Ça, on en avait de ça. Mais le restant, ça coûtait tellement cher, puis nous, on n'avait pas les moyens de ça. L'Ontario a toujours été plus riche. Toutes les fortunes du pays sont à Toronto. Leur terrain de jeu, c'est dans Muskoka. C'est l'équivalent de Tremblant ici, au Québec. Mais eux autres, c'est comme 3 fois puis 4 fois plus luxueux, tellement ils en ont. Alors, tous les constructeurs de bateaux se sont installés sur le bord des lacs. Il n'y avait même pas besoin de les envelopper. Ils partaient deux bateaux, puis ils allaient le livrer, puis ils revenaient les deux ensemble. Tu sais. Fait qu'ils ont fait fortune en le livrant directement sur place. Mais il y avait la clientèle pour ça. Je comprends. Ouais. Donc, dans le fond, le métier de chaloupier ne s'éteint pas nécessairement? Pas du tout. Pas du tout. Parce que, là, j'ai parlé en Ontario. On est capable de trouver... Le Wooden Boat, c'est dans le Maine, là. Je ne me souviens plus à quelle ville ils sont installés. Ils ont des centaines de livres là-dessus. Ils sont spécialisés là-dessus. Mais j'ai des livres qui viennent d'Angleterre. J'ai des livres qui viennent de France. Il y en a qui viennent de l'Australie. Puis en Asie, ils fabriquent encore des bateaux en bois. Pour eux autres, le bateau de fibre de verre, ça n'existe pas encore. Donc, c'est pas mort dans le monde. Il suffit d'aller chercher l'information. La revue Chasse-Marée, c'était une sorte de bateau qu'il y avait dans le nord de la France, je pense en Normandie. Ils ont créé un atelier où ils enseignent en français. Tandis que tous ceux qui sont en Nouvelle-Angleterre, il y en a plusieurs. Il y en a... Puis il y en a en Colombie-Britannique, puis il y en a dans l'ouest des États-Unis aussi. Donc, il y en a des écoles pleines. On n'en a pas au Québec, mais il y en a. Jean-Pierre Fournel, il avait tenté d'ouvrir une école et il réussissait à avoir 4 élèves.
Mais il ne le faisait pas trop souvent parce qu'il perdait un peu son temps. C'était pas assez rentable. Oui, je comprends. Parce qu'il fallait quand même qu'il continue à gagner sa vie. Là. Fait que pour avoir des étudiants, il faut peut-être des contrats conséquents. Puis un nombre est valable pour aider à réaliser ça. Donc là, si on reprend le contexte du Québec, selon vous, donc, est-il possible de réinventer un savoir une fois qu'il a été oublié ou en tout cas perdu? Oui, bien, ça prendrait un guide, puis moi, je pourrais servir de guide. Ah, c'est bon, ça! Oui, je pourrais laisser un témoignage de référence où ces gens-là pourraient le trouver. S'ils ne peuvent pas l'avoir de vive voix de moi, ben, ils pourront avoir ces références-là, puis faire leur recherche. Parce que si ils ne sont pas en mesure de le faire, ils ne sont pas en mesure d'avoir un atelier pour être travailleur autonome. Donc, il faut qu'il y ait ces facultés-là au départ, d'avoir cette autonomie-là, puis la discipline qui vient avec. Je comprends. Donc là, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, puis qu'il ressent l'appel, justement, de venir vous rencontrer, de venir... Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Il faudrait qu'il m'appelle avant que je parte. Ça, c'est un très bon point. Oui. Gaëtan, on arrive déjà à la fin de notre entrevue. En conclusion, si vous aviez le pouvoir de déposer un seul geste ou une seule valeur dans les mains de la prochaine génération pour que l'aventure de métier et tradition dure encore 35 années, lequel ça serait? J'ai écrit une petite conclusion ici, pour être sûr, là, parce que quand on prend une demi-heure, 3/4 d'heure pour l'écrire, c'est plus clair que quand on a 15 secondes. Mon métier est comme tous les métiers, métier et tradition. Il suffit une ou plusieurs personnes qui veuillent bien réaliser, même comme passe-temps, à travers un travail de bois, soit en sculpture fonctionnelle, comme dans mon cas, que je trouvais que c'était des sculptures flottantes. Donc, c'est possible. Il suffit juste d'un individu et ça peut repartir. Et peut-être que lui, il va avoir une meilleure chance d'aller chercher plus d'amateurs autour de lui aussi. Là. Ce que je souhaite de tout cœur. Gaëtan, vous nous parliez tout à l'heure que vous pourriez être justement un transmetteur, quelqu'un qui va laisser un dossier de référence pour les générations futures. Comment vous pourriez envisager justement ce transfert-là? Bien, j'avais pensé faire un genre de livret dans lequel je pourrais mettre toutes les références que je connais à partir des livres, des endroits où on peut avoir des informations, les musées où les gens peuvent aller s'informer. Donc, j'ai beaucoup d'informations que je pourrais tout mettre là-dedans, en incluant probablement des photos des étapes de construction et de la façon de procéder, puis où trouver le matériel, quel genre de matériel utiliser. Ça serait déjà une bonne base de départ. Oui, ça serait vraiment d'une richesse incroyable. Oui, on pourrait en faire des copies et en donner à tous ceux qui en veulent. Excellent. Merci. On en prend bonne note, puis on espère qu'on va vous voir avec ce fascicule-là. Ben, je laisse faire bien. Merci.